Oui, pour les hommes et pour les femmes. Ils ont tous les deux un cerveau. Oui, Enfin, ce qu'on m'a dit, hein, moi, j'ai pas vérifié. Mais... ce n'est jamais prescrit pour les hommes. Non, vous avez tout à fait raison. Le fait qu'il y ait ostéoporose vitamine D fait qu'on le prescrit tout le temps aux femmes et pas aux hommes. Sauf les gériatres et les gens qui connaissent qui le prescrivent aux hommes. Donc, très bonne question pour tout le monde. Même dosage. Même motif, même sanction. Il me semble que ce que j'ai décrit à travers bouger, manger et parler est vraiment au cœur de cela. Après, il y a évidemment le traitement des maladies éventuelles, de savoir si la personne... D'abord, on a fait des diagnostics, d'abord, parce qu'il y a des gens de plus en plus qui sont un peu abandonnés. Les médecins sont de moins en moins accessibles. Et puis, si elle suit bien son traitement, s'il y a des problèmes médicaux stricts. Mais sinon, sur le plan des habitudes de vie, c'est vrai que les personnes qui vont aller vers la dépendance, et c'est démontré, ce sont des gens qui s'isolent, ce sont des gens qui ont des signes de prédénutrition, ce sont des personnes aussi qui ont une diminution de mobilité progressive. La difficulté qu'on a, ce n'est pas de donner le conseil qu'il faut manger, parler, bouger, c'est comment on fait pour que la personne qui n'a pas envie de manger, parler, bouger, le fasse. Et donc, c'est toute la question, en fait, de l'accès à, je dirais, un milieu stimulant. Alors, ça peut être les enfants, mais les enfants, ils fatiguent. Ça peut être des activités de quartier, mais il n'y en a pas partout. Ça peut être aussi une prise en charge générale. C'est pour ça que ça vaut le coup d'avoir le regard d'une évaluation, une sorte de bilan des 50 000, on dirait si on était garagiste, où on regarde tout, le carburateur, le niveau d'huile, la pression des pneus, et on se dit, OK, là, il y a une zone de fragilité, il faut qu'on travaille ça. Là, ça va bien. Et cette cartographie des difficultés éventuelles n'est pas réalisée aujourd'hui en pratique courante, parce que 15 minutes, médecine générale, boum, boum, voilà. Et là, il faut un peu plus de temps. Et puis rencontrer quelqu'un aussi, parce qu'il faut parler un peu. Et repartir avec un projet, en fait, c'est pas un projet de soins, mais c'est un projet de réhabilitation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui permettent de se réhabiliter à bien fonctionner. Et ça retarde, ça a été démontré, ça retarde la date d'apparition de la dépendance lorsque celle-ci n'est pas due à une maladie précise. Alors ça, c'est une vraie question. En fait, être aidant, c'est sans aucune formation, sans l'avoir choisi, devenir un professionnel de l'aide d'un proche. Et aujourd'hui, il n'y a aucune formation vraiment qui existe. On a promu des consultations des aidants qui n'ont jamais vraiment, qui ne se sont jamais développées. Nous, on fait des consultations des aidants à l'hôpital Bélier et on a aussi des ateliers de parole à l'hôpital Bélier là-dessus. On a la maison de répit, la maison des aidants de la ville de Nantes, du côté de l'accueil Saint-Joseph. On a aussi, pour certaines maladies, comme pour maladie d'Alzheimer, il y a France Alzheimer qui fait aussi des ateliers pour les aidants. Peut-être, en quelques mots, dire qu'il y a une position instinctive, non réfléchie dans l'aide, qui est la culpabilité. C'est mystérieux, mais en fait, quand on est en relation d'aide à quelqu'un, on a un sentiment de culpabilité de tout ce qui lui survient, même si ça ne dépend pas de nous. Alors, cette culpabilité, c'est vraiment l'ennemi public numéro 1 de l'aidant. Ça sert à rien, ça puise de l'énergie, ça nous rend même parfois inefficaces, voire dépressifs, et ça n'a aucune rentabilité. Et si maman avait un Alzheimer à cause de sa fille, on le saurait. Depuis le temps qu'on travaille sur cette maladie, je peux vous dire que la fille n'est jamais la cause de la maladie d'Alzheimer des mamans. On n'est pas responsable. Alors, quand on est Alzheimer ou quand on a une maladie neurodégénérative autre et qu'on est fragile, surviennent des événements négatifs.
puisqu'on est fragile. C'est normal. Et on n'en est pas responsable. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on aide quelqu'un qui risque de chuter qu'à chaque chute, on est responsable. Et ça, c'est facile à dire. À travailler en soi, c'est du boulot, c'est du vrai boulot. C'est pour ça qu'on fait des travaux en atelier, que pas mal d'associations proposent des choses, parce que quelquefois, c'est en travaillant avec d'autres. Alors, si on est fragile soi-même, souvent avec un psychologue, c'est important de pouvoir en parler. Quelquefois, on a une relation difficile avec le parent qu'on aide. C'est un peu compliqué. Voilà, on a des sentiments qui sont un peu mélangés de plein de choses. On se retrouve finalement l'aidant professionnel, mais on ne s'est jamais bien entendu avec ce parent, etc. Bon, là, il faut quand même se faire un peu aider pour ne pas s'épuiser complètement. D'autre part, le grand ennemi, l'espèce de toboggan dans lequel il ne faut pas mettre le pied, parce que là, on n'arrête plus, c'est de se dire « je m'oublie pour aider l'autre ». Le sacrifice parfait. Parce que là, c'est terrible. Alors, ce sont des personnes qui ne suivent plus leur traitement, qui ne font plus les préventions cancer, etc., qui s'isolent, voire qui se fâchent avec leur propre famille, qui font le vide autour et qui font qu'un avec la personne qu'ils aident. Et là, tout le monde en toboggan. Allez, ouf. Chaque année, j'ai à peu près une quinzaine d'aidants qui meurent avant la personne aidée. Ah, ben j'attendais monsieur. Ah oui, il a eu une crise cardiaque ce week-end, il ne viendra pas. Ah oui, ben, il s'occupait de sa maman depuis 10 ans, mais en fait, il s'est épuisé. Alors, un homme expert comptable, très vigilant, à chaque consultation, il y avait tous les petits papiers, il était très soucieux de tout et tout, il en est mort. Alors, j'arrêtais pas de lui dire, mais il faut se décontracter, il n'y a pas de tout, voilà, mais non. Donc, il faut vraiment faire attention, parce que quelquefois, dans notre histoire personnelle, dans notre histoire avec la personne qu'on aide, dans toutes ces choses-là qui sont très intimes, très complexes, on peut partir dans un truc, un doux délire, dans un truc dans lequel, finalement, on va se perdre soi-même. L'aide, c'est vraiment très compliqué. Nos amis canadiens, qui ont toujours beaucoup de bon sens, ont créé un cursus universitaire où on a un certificat d'aidant. Et donc, on forme les aidants à être aidants, du point de vue général de l'aide, comme je viens de le dire, mais aussi sur des choses particulières. Être aidant d'un Parkinsonien, ça n'a rien à voir avec un aidant d'Alzheimer ou d'AVC ou de sclérose en plaques. C'est pas, ou sclérose latérale amyotrophique, m'a dit Charcot. C'est pas à chaque fois, c'est une aide qui est différente. L'un, il va chuter, l'autre, il perd la mémoire, le troisième, il ne tient pas sa tête, il ne mange plus, etc. Et donc, finalement, il faut acquérir la compétence, enfin, la prise de conscience d'être aidant et la compétence de la maladie de l'autre. Et puis, si on est un peu compétent et qu'on se sent compétent, en fait, ça renforce l'estime de soi et on est plus résistant. Les psychologues appellent ça la stratégie du coping. Oh, le grand progrès, mais ça, vous le savez autour de vous, sans vous le dire, mais c'est le cancer. On a une efficacité dans le cancer qu'on n'a jamais connue. Les 20 dernières années, tout a changé. Tout a changé. Les anciennes chimiothérapies abominables ont laissé place à des traitements beaucoup mieux tolérés. Vous pouvez tous voir autour de vous des personnes, des jeunes femmes qui ont des cancers du sein, qui ont une période difficile et qui reprennent leur boulot, ou des personnes, là j'avais une amie d'une 50aine d'années avec un lymphome de la moelle épinière abominable, ben, elle a repris son boulot au bout d'1 an et demi, quoi. C'est absolument magique, c'est extraordinaire. Bon, il y a encore des gens qui meurent, mais on est à moins de 50% de morts dans les gens qui ont des cancers. Donc ça, c'est vraiment le point, c'est top. Il y a un point sur lequel il ne faut pas qu'on lâche, et on s'est tellement habitué à être contrôlé là-dessus qu'on relâche un peu la pression, c'est le cas de le dire, c'est la pression artérielle. Une bonne pression artérielle, c'est 130/85. Tous les 14-10 qui sont dans la salle, il faut qu'ils retournent voir leur médecin. 130/85. C'est vraiment important. Parce que c'est vraiment la diminution de la mortalité après-guerre, elle est due au traitement de l'hypertension artérielle. C'est vraiment, c'est majeur. Après, dans les autres, les gains, moi j'ai envie de dire des choses qui sont, alors peut-être qui ne font pas rêver comme un Spoutnik, mais qui sont quand même réelles. C'est l'immense progrès de prise en charge des personnes âgées en EHPAD. C'est incroyable les progrès qui ont été faits. C'est incroyable l'investissement professionnel.
la connaissance du métier. On a eu des évaluations qualité depuis 10 ans, régulièrement, avec des audits externes. On a fait des formations. Les EHPAD ont changé de monde. Alors c'est sûr que les jeunes vieux sont très exigeants. C'est la génération des baby-boomers, c'est la génération de juste avant et surtout après-guerre, qui a été habituée à la sécurité sociale, qui a été habituée à des soins de très bon niveau. Donc évidemment, l'exigence est très forte, et c'est très bien. Hein. Mais on a fait, quelquefois peut-être qu'on ne s'en rend pas compte et on trouve normal voilà, la qualité de soins qui est proposée. Je peux vous dire que par rapport à d'autres pays, on est vraiment très très loin devant. Et il y a eu un travail, voilà, on parle souvent des professionnels parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'il y a le salaire, parce que machin, etc. Mais il faut dire aussi que, et peut-être surtout, c'est que les professionnels ont fait des progrès considérables. Ce qui n'a pas été forcément le cas d'autres secteurs de la médecine dans le soin. Parce qu'on a une sorte de dégradation de la proximité du médecin, de l'accès au médecin par ailleurs. Mais sur les EHPAD, vraiment, il y a eu des grands progrès. On a fait beaucoup de progrès dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Non pas à cause des médicaments, mais parce que les médicaments, on n'a pas de médicaments qui guérissent la maladie d'Alzheimer, ça on n'y arrive pas. Par contre, sur l'accompagnement des personnes, les équipes Alzheimer à domicile, le travail des orthophonistes, le travail qui est fait avec les psychologues, le travail aussi en équipe d'accompagnement des personnes, également au domicile, de coordination entre les professionnels, ça a fait que l'espérance de vie d'un Alzheimer a triplé en 10 ans. C'est considérable. On est passé de 4 ans à 12 ans. Alors, vous allez me dire, oh ouais, mais enfin, augmenter l'espérance de vie quand on a un Alzheimer. Oui, mais attendez, il faut quand même que je précise que on peut avoir une maladie d'Alzheimer et ne pas avoir une démence sévère. C'est-à-dire qu'on peut faire le diagnostic de la maladie, continuer à conduire sa voiture et avoir une vie comme ça, mais on sait que de temps en temps, on oublie un mot. Et le fait de cette qualité de soins, de l'environnement de la personne, fait que les gens restent à des stades débutants plus longtemps. Et donc, on augmente l'espérance de vie, mais on augmente aussi la période de vie où ce n'est pas si désagréable que ça de vivre. Et que la partie finalement très désagréable de forte dépendance, sauf dans quelques cas, elle ne s'est pas rallongée. Donc c'est une espérance de vie avec la qualité. Mais les gens sont très contents de vivre. Hein. Je peux en témoigner. Parce que quand vous avez une maladie d'Alzheimer, mais voilà, vous êtes chez vous, vous avez une vie habituelle, mais de temps en temps, bon, voilà, il y a des repères qui vous manquent, mais globalement, ça se passe bien, bah, ça va quand même bien. Il ne faut pas confondre la maladie et un état de dépendance grave. Il y a des années et des années entre les deux. La phase prodromale de la maladie dure 15 ans. Puis après, on fait le diagnostic. Et là, la phase légère à modérée, elle dure 5, 6 ans, 7 ans. Maintenant, parfois 8, 10. Et puis, vous avez le stade où il y a les problèmes qui surviennent, où ça devient un peu plus compliqué. Et puis après, il y a la phase de dépendance et vraiment de la maladie d'Alzheimer au stade de déficience qui ne dure pas très, très, très longtemps. Sauf certaines personnes, mais souvent, c'est des contextes compliqués, à la fois vasculaires, à la fois psychologiques, où vous avez des gens qui font 10 ans dans un lit, etc. Mais ce n'est pas des maladies d'Alzheimer pures, c'est des choses compliquées, ça. Faut gratter un peu, c'est pas si simple. Donc, dire que même si on a des trous de mémoire, parce qu'on a une partie du cerveau qui ne fonctionne pas, on continue à vivre longtemps, ça reste une bonne nouvelle. En tout cas, les gens sont très contents. Il faut consulter. C'est ce qu'on appelle la plainte mnésique. C'est un motif de consultation très simple. Dans 80%, c'est l'anxiété. Les troubles de mémoire, dans 80%, c'est l'anxiété. C'est des gens qui étaient hyper performants, qui veulent tout maîtriser, et je ne retiens plus rien, c'est une catastrophe. On leur fait tous les tests, tout est normaux. Voilà. Et en gériatrie
Oui, en gériatrie ou en neurologie. Mais à Bélier, au centre mémoire. Ils sont très sympas, il n'y a pas de souci. Mais souvent, d'ailleurs, on rassure, c'est ça qui est sympa aussi. C'est qu'à la fin de la consulte, je dis, mais attendez, ça se passe bien, vous êtes simplement inquiet. Je le disais dans un précédent bouquin, les plus anxieux, ce sont ceux qui vieillissent en bonne santé. Ils sont extrêmement anxieux. Un jour, je vois arriver un monsieur, mais c'était un jeune homme, hein, petit costume, très mince, très élégant. Asseyez-vous, quel âge? 84 ans. Pourquoi vous venez? Un bilan de santé, c'est abominable. Je ne sens pas mon âge. Et il m'a dit, mais vous savez, c'est le calme dans la campagne avant l'orage. Alors, on est au bord du lac, c'est agréable, sur une petite nappe Vichy, avec son sandwich. Et on se dit, ça va péter. Oh. Voilà, il était dans cette situation-là, ce monsieur, complètement terrassé par le fait qu'un jour, il va vieillir. En fait, on n'est pas fait pour vieillir en très très bonne santé intellectuelle. En fait, c'est très angoissant. Et certains psychiatres disaient en s'amusant un peu que la maladie d'Alzheimer, elle est là pour faciliter le vieillissement, parce qu'on ne s'en rend plus compte. Ils sont souvent assez décontractés d'ailleurs. C'est vrai que vieillir en très bonne santé et très longtemps, quelquefois ça nous interroge, parce qu'on a vu les générations d'avant vieillir différemment. Et vous allez être les générations vous allez découvrir cette terra incognita qui n'est pas le vieillissement, qui est la longévité. Voilà, se réconcilier avec le temps pour vivre ensemble. C'est vraiment génial, ça. Voilà, c'est sur ce mot qu'on va... Merci.